pensait jusqu'ici. Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux que nous allons tenter de reconstituer dans cette minute de vérité. L'océan Indien est le troisième plus grand au monde. Et à sa limite est se trouve une grande fosse océanique formée le long d'une gigantesque zone de rupture que l'on appelle la faille de Sunda. C'est là que se rencontrent deux des gigantesques plaques tectoniques de notre planète. Kerry, géologue américain, étudie la faille depuis 10 ans. Les plaques sont les plus gros objets en mouvement au monde. La plaque indienne passe sous la plaque asiatique qui est entraînée avec elle. Dans de telles zones de contact, des séismes se produisent régulièrement. Ici, le segment nord de la faille ne connaît pas d'activité majeure depuis au moins 5 siècles. Mais il en va tout autrement au sud. On estime en effet qu'un séisme important s'y produit tous les 200 ans. Le dernier remonte à 1833, ça fait presque 200 ans. Donc, dans 2 minutes ou 30 ans, cette partie de la méga-faille risque de se rompre à nouveau. La faille de Sunda est bien connue des géologues car c'est ce qu'on appelle une méga-faille. Mais la population qui vit au bord de l'océan ignorait tout du danger potentiel. Jusqu'à ce jour funeste de décembre 2004, où tout cela a changé à jamais. L'île thaïlandaise de Koh Phi Phi est un joyau de l'océan Indien. Plus de 150 000 touristes viennent ici chaque année profiter des superbes paysages et magnifiques plages. 25 décembre 2004. La famille Moore, venue de Californie, passe des vacances de rêve. Salut les filles! Allez, regardez-moi! C'était la première fois qu'on venait en Asie et je n'avais jamais rien vu de tel. Cette île est un vrai paradis. À l'occasion de ce Noël tropical, Ken Moore filme sa femme, Gaylene, et leurs filles, Daniel et Kendra, âgées de 6 et 8 ans. Mes filles sont petites et il y avait une grosse fête pour Noël, donc c'était super. Les enfants se sont beaucoup amusés. En dehors de la Thaïlande, plus de 20 pays sont riverains de l'océan Indien. À 460 km de là, c'est l'île de Sumatra. Malgré les troubles politiques qui agitent le nord de celle-ci depuis 20 ans, la petite ville de Lokna, sur la côte ouest, conserve une sympathique atmosphère de normalité. Ces 15 000 habitants se concentrent sur une étroite bande de terre, entre les collines et l'océan. 26 décembre. 7h57 du matin. Ibu Nourleli étend le linge, tandis que ses 3 enfants prennent le petit déjeuner dans la maison en regardant la télévision. On habite juste à côté de l'océan et ce matin-là, tout était normal. Il n'y avait pas de vent, le ciel était dégagé. Ishut, 9 ans, est la petite dernière. C'est une enfant éveillée et intelligente qui aime aider sa mère pour les travaux de la maison. Ishut a un frère de 16 ans et une sœur de 17 ans, Fitri. Bien qu'aveugle de naissance, celle-ci est devenue une couturière hors pair, au grand ravissement de sa mère. Bien qu'elle soit aveugle, elle est très douée pour la couture et la broderie. Elle crée ses propres motifs. Ibu Nourleli a perdu son mari récemment et ses enfants sont tout ce qui lui reste. 7h59. Au fond de l'océan, la terre commence à trembler. Les secousses durent plus de 8 minutes. Ibu Nourleli et ses enfants sont terrifiés par la violence du phénomène. On est resté assis devant la maison en priant. « 8h15. Une énorme vague déferle vers la côte de Sumatra. 8h16. Le tremblement de terre a pris fin.
Dans toute la région, la population tente de faire le point sur la situation. Alors qu'il constate les dégâts, Samsoul Kamal, un vendeur des rues de 28 ans, reste stupéfait lorsqu'il tourne son regard vers l'océan. La mer s'est retirée au loin et il sent un danger imminent. Quand la mer se retire aussi loin, c'est qu'elle va bientôt revenir. Samsoul Kamal voit alors à l'horizon un terrifiant mur d'eau approcher à toute allure. En l'espace de quelques instants, la ville est submergée par des flots en furie. Une deuxième vague déferle vers Ibu et ses enfants. Elle est encore plus grande et domine de très haut les arbres. On a vu l'eau arriver, c'était comme une montagne. Ibu Nourleli tient Ichout avec la force du désespoir. Mais la petite fille lui est arrachée des bras. En haut d'une colline voisine, Samsoul Kamal voit une troisième vague, encore plus grosse, approcher. Il a beau se trouver à 35 mètres de haut, la puissante lame manque de le tuer. La troisième vague m'est passée au-dessus de la tête. À 13 km au nord de Lokna se trouve Banda Aceh, la capitale de la province, 300 000 habitants. 8h40. Dans le centre-ville, à 4 km de la côte, un caméraman amateur filme les dégâts causés par le séisme. Il enregistre alors ces images incroyables d'eau de mer montant lentement dans la rue. Tout à coup, le flot accélère. En quelques secondes, la vitesse de l'eau dépasse celle d'un homme à la course. Tandis que le chaos s'installe à Sumatra, le tsunami continue sa course vers l'est. Sur l'île touristique de Koh Phi Phi, la famille Moore s'apprête au départ, après avoir passé un très agréable séjour. C'était le lendemain de Noël, donc on s'est levé tard. On a pris le petit déjeuner et je me souviens avoir pensé qu'on devait libérer la chambre une demi-heure plus tard. Dans la chambre, au 3e étage de l'hôtel, Gayleen Moore se détend avec ses filles Kendra et Daniel avant de finir de faire les bagages. Tout à coup, ma femme a dit « Regarde, prends ta caméra ». Ken Moore voit alors que le patio de la piscine est inondé. Au départ, j'ai cru que c'était une grosse marée. Mais en regardant plus loin à l'embouchure de la baie, j'ai réalisé qu'une vague de 7 mètres approchait de la plage. Mon Dieu, regarde la vague! Écartez-vous en bas! Je suis surfeur, donc je savais que cette vague pouvait démolir l'hôtel. Attention, rentrez dans la chambre! On a fait reculer les enfants au cas où la vague passerait par la fenêtre. Ken Moore sait que la situation est grave. J'ai commencé à paniquer, mais ma femme m'a dit « Non, il faut qu'on soit fort pour les enfants. » Tout va bien, les filles. Tandis qu'en Thaïlande, les victimes luttent pour la survie, à 2000 km à l'ouest, au Sri Lanka, les squailleurs passent leurs vacances sur les plages enchanteresses d'Arugam Bay, à l'est de l'île. La famille est venue d'Angleterre pour passer Noël. On savait que ce serait nos dernières vacances en famille, car nos enfants sont grands. Louise et Phil Squire ont 3 enfants. Will, 16 ans, Laura, 18 ans, et Emma, l'aînée, qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Bon anniversaire! La famille doit se retrouver au bungalow sur la plage pour le petit déjeuner. Mais d'abord, Emma se rend à la salle de bain faire un brin de toilette. Tandis que Louise attend sa fille, elle remarque que de l'eau s'infiltre dans le bungalow. Le restaurant commençait à être inondé. Et lorsqu'elle relève les yeux, c'est pour voir un énorme mur d'eau marron foncer droit dans sa direction. J'ai senti que c'était incroyablement dangereux. Louise pense tout de suite à Emma, car elle risque d'être prise au dépourvu par le danger imminent. Il n'y a que quelques secondes pour agir, quelques secondes qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Mais Louise n'a plus le temps de faire quoi que ce soit.
Et rien ne peut plus empêcher le tsunami de s'abattre sur Emma. Des tonnes d'eau emplissent brutalement la pièce. En quelques secondes, Emma est prise au piège. D'incroyables courants dévastent le village de vacances et Louise est emportée. La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est que j'étais sous une énorme masse d'eau. Et j'ai pensé, on pourrait facilement mourir comme ça. Louise réussit pourtant à se hisser hors des flots. Je me suis demandé où étaient mes enfants, mais je savais que je ne pouvais rien faire. Au cours des 2 heures suivantes, une série de vagues submerge Arugambe. Jusqu'à ce qu'enfin, l'eau se retire, révélant une scène de désolation. Tout était complètement ravagé. Ne trouvant nulle part les membres de sa famille, Louise Squire se dirige vers le point culminant de l'île. C'est son dernier espoir de les revoir vivants. Mais même là, elle ne trouve aucune trace de ses enfants, ni de son mari. Louise commence à désespérer. J'ai pensé que je n'avais plus qu'à disparaître à mon tour. Puis, tout à coup, elle entend des voix familières. Maman, Phil est arrivé, suivi d'Emma, Laura et Will. C'était incroyable. Et on s'est embrassés. c'était incroyable. Elle répétait sans cesse « Je croyais vous avoir perdu ». On était tous en larmes. On n'en revenait pas de notre chance d'avoir survécu tous les 5. Pendant ce temps, le tsunami continue de tout ravager sur son passage, s'abattant finalement sur la côte de Somalie, en Afrique. Et même là, à 5000 km de l'endroit où le raz-de-marée a touché terre la première fois, les vagues font 289 victimes. Dans tout l'océan Indien, des phénomènes incroyables ont été filmés. En Thaïlande, des touristes sont stupéfaits à la vue de la plage découverte par le reflux. La mer s'est retirée au loin, mais quelques minutes plus tard, un mur d'eau s'abat sur la côte. À 3000 km au sud-ouest, une chaîne d'îles basses, les Maldives, sont presque entièrement submergées. Plus au nord, au Sri Lanka, un commerçant filme des écolières prises au piège dans ce qui était un arrêt de bus. Et à Koh Phi Phi, Ken Moore et sa famille sont sous le choc en voyant ce qu'ils découvrent lorsque l'eau se retire. Les gens avaient disparu. La veille, on avait nagé dans cette baie, fait de la plongée, et puis cette vague est arrivée et elle a emporté tout le monde. Il y avait des gens avec des blessures horribles, des bras cassés, des jambes tordues, des lacérations. Des draps recouvraient les morts. À Sumatra, la côte est méconnaissable. Ibu Nurleli cherche désespérément ses enfants. Quand la mer s'est retirée, j'étais désorientée et effrayée. Il y avait tellement de corps et de morts. Pas seulement des gens du village, mais aussi d'ailleurs. Ibu Nurleli retrouve d'abord Fitri, sa fille aveugle, puis son fils. Ensemble, ils cherchent la petite dernière de 9 ans parmi les décombres et les cadavres. C'est une véritable course contre la montre. À chaque minute qui passe, leur chance de retrouver Ishout vivante diminue. C'est un vrai miracle que Ibu Nurleli ait survécu à la série de vagues tueuses.
Mais pourra-t-elle retrouver sa fille cadette? On a cherché Ichut partout. Après des heures de vains efforts, la terrible vérité s'impose. Je n'ai pas pu retrouver ma petite. Je n'ai pas revu Ichut depuis. Ichut n'était pas assez forte pour survivre à la catastrophe, comme tant d'autres enfants. Ils représentent à eux seuls plus d'un tiers des victimes. Ce raz-de-marée a été le plus dévastateur dans l'histoire de l'humanité. Des villes entières ont été rayées de la carte. Choquée par l'ampleur des dégâts, l'opinion publique mondiale se mobilise et des opérations humanitaires internationales sont mises en œuvre. Mais pour beaucoup, il est trop tard. L'île de Sumatra déplore à elle seule quelques 170 000 victimes. Au total, plus de 270 000 personnes ont trouvé la mort. On ne connaîtra jamais le bilan exact de la catastrophe. Mais que s'est-il passé exactement? Quel phénomène est capable de créer des vagues gigantesques, des flux de débris ravageurs, de faire se retirer l'océan? Et surtout, que pouvons-nous apprendre dans le domaine de la prévention de telles catastrophes? Pour bien comprendre un cataclysme si complexe, il faut faire appel à des compétences d'experts dans des domaines très divers. Une équipe est donc constituée avec les meilleurs spécialistes internationaux afin de mener l'enquête. Pour Kérissi, sismologue, l'événement déclenche des émotions conflictuelles. C'est assez schizophrène. Du point de vue scientifique, c'est excitant. Mais on est aussi confronté à un phénomène qui peut faire beaucoup de victimes. Le professeur Kostas Sinolakis dirige le centre de recherche sur les tsunamis en Californie. Avec 25 ans de travail d'enquête à son actif, il a étudié environ 20 raz-de-marée dans 10 pays différents. C'est comme lorsque le FBI enquête sur un tueur en série. Nous devons examiner les indices très soigneusement pour pouvoir peut-être dire ensuite « Le tueur est venu de là-bas et voilà ce qu'il pourrait faire s'il recommence ». Spécialiste de la modélisation des raz-de-marée, Kostas Sinolakis tente de prévoir ce qui pourrait se passer si une côte basse comme la région où il habite lui-même, la Californie du Sud, était frappée par une vague d'une certaine taille. Ses conseils visent à choisir pour les bâtiments publics, hôpitaux ou autres, un emplacement à l'abri des eaux en cas d'urgence. Des recherches dont l'utilité est parfaitement illustrée par la catastrophe en Asie. Les tsunamis sont inévitables. C'est une simple question de temps. Pionnier de la recherche sur les tsunamis, George Plafker étudie ces phénomènes depuis les années 60. Pourtant, même lui a été stupéfait par les images filmées dans tout le pourtour de l'océan Indien. Ce qui était surprenant, c'était la taille du tsunami, sa force destructrice et meurtrière. Pour tous les experts, la catastrophe a des aspects particulièrement troublants. D'abord, la taille et la violence sans précédent des vagues. On rapporte ainsi que vers Banda Aceh, à Sumatra, le raz-de-marée destructeur s'est enfoncé à 4 km à l'intérieur des terres. La seconde énigme, c'est l'incroyable étendue du cataclysme. Car pour qu'un tsunami sème la destruction de Thaïlande jusqu'en Afrique par-delà 6000 km d'océan, soit environ un septième de la circonférence de la Terre, la quantité d'énergie nécessaire est à peine croyable. Le phénomène a dépassé tous les scénarios qu'on avait pu imaginer. Les nouvelles du soir sur CBS. Lorsqu'ils annoncent le drame, les médias n'ont guère de doute sur la cause du tsunami géant. Un tsunami causé par un séisme sous-marin. Suivi d'un raz-de-marée gigantesque. Un tremblement de terre qui a frappé Sumatra quelques minutes seulement avant l'arrivée des vagues tueuses. Les experts ne peuvent que confirmer, mais les premières données sismiques disponibles sèment le doute quant à la force des secousses. Les premiers rapports annoncent en effet un séisme de magnitude 8 sur l'échelle de Richter, ce qui semble étrange. En fait, on enregistre un séisme de magnitude 8 quelque part dans le monde tous les 2 ans environ.
Un tremblement de terre de magnitude 8, relativement fréquent, ne serait donc pas assez puissant pour causer de tels ravages. À mesure que les données sont révisées et analysées, les estimations augmentent. Dans l'après-midi, une station sismique du Colorado annonce un tremblement de terre de magnitude 8,5. Ce qui représente le plus gros séisme depuis plus de 10 ans. Le soir venu, les données recueillies autour du monde confirment que le tremblement de terre a duré 8 minutes. C'est sans précédent, et la quantité d'énergie libérée aurait même dépassé l'échelle de Richter. Donc, c'était le plus gros séisme depuis 40 ans. Les données sismiques révèlent cependant une autre surprise. L'épicentre du tremblement de terre semble se trouver à 3000 mètres de profondeur, à 150 km de Sumatra. Paradoxalement, dans la partie nord de la faille de Sunda, celle que l'on croyait inactive depuis longtemps. Les sismologues calculent que la méga-faille s'est probablement rompue sur 400 km de long, ce qui est énorme. Une longue et fine bande du fond marin semble s'être brutalement soulevée en l'espace de quelques secondes. Kostas Sinolakis ne sait que trop bien ce qui a dû se produire ensuite. Lorsque le fond se soulève, il déplace avec lui une colonne d'eau, des milliards de tonnes de liquide. Un véritable mur d'eau est alors mis en mouvement de chaque côté de la faille. Pour prouver cette hypothèse, le chercheur introduit les données dans le plus puissant outil à sa disposition, un logiciel spécialisé de modélisation de tsunami. Mais le résultat de la simulation le laisse perplexe. Selon le logiciel, les plus grosses vagues créées par une rupture de 400 km n'atteindraient même pas le Sri Lanka. Or, en réalité, l'île a été l'un des endroits les plus touchés. Ça n'a pas de sens. Les dégâts au Sri Lanka sont un indice essentiel. Pour que le tsunami aille frapper cette île, la zone de rupture doit être beaucoup plus longue. Kostas Sinolakis décide de faire le point en réétudiant les données sismiques. Le chercheur sait par expérience que les mesures prises lors d'un séisme de forte intensité ne révèlent pas toujours la véritable longueur de la zone de rupture. La violence de la secousse principale peut en effet masquer des mouvements de moindre importance le long de la faille. Le meilleur moyen de découvrir la vérité consiste donc souvent à étudier les répliques suivant le cataclysme de la libération d'énergie initiale. Ces secousses plus faibles sont dues à des rajustements de la faille en certains endroits et elles peuvent être localisées plus précisément. En étudiant ces données, Kostas Sinolakis remarque une forte activité sismique loin de l'épicentre au nord. Pour le chercheur, c'est un tournant. Si cette activité en marque la limite nord, cela signifie que la zone de rupture s'étend sur 1600 km. C'est considérable, une distance 4 fois plus longue que d'après les premières estimations. Une telle rupture serait sans précédent et suffirait à elle seule à expliquer le méga tsunami. Mais les données liées aux répliques ne constituent que des preuves indirectes, et c'est insuffisant pour Kostas Sinolakis. Si la zone de rupture est effectivement si énorme, il doit y avoir des traces quelque part, le long de la faille. Sinolakis sait que Kérissy est déjà sur le terrain, en Indonésie, prêt à lui venir en aide. Bien que la faille se trouve en grande partie sous l'eau, elle émerge par endroits sous la forme d'une chaîne d'îles volcaniques. Xi loue donc un hélicoptère pour partir au nord survoler la zone et chercher des traces d'activité sismique récentes. À l'approche de l'île de Simelu, le chercheur remarque quelque chose. Le long de la côte, une bande de terre désolée attire son attention. C'est en fait un récif, désormais hors de son élément naturel. J'ai réalisé que l'île avait été soulevée hors de l'eau et que le récif était mort. Le chercheur prend alors des mesures pour établir l'ampleur du déplacement. En comparant la hauteur du récif soulevé tout autour de l'île, il peut déterminer le mouvement exact de la croûte terrestre. J'ai d'abord mesuré 50 cm. Au nord, c'était 1 mètre, et plus loin encore, 1,50 m.
L'orientation du mouvement indique que la partie ouest de l'île a été soulevée d'1,50 m. C'est une preuve stupéfiante. L'île inclinée marque le début de la rupture dans la croûte terrestre. On savait qu'on avait localisé l'extrémité sud de la cause du tsunami. En étudiant de la même façon les autres îles le long de la méga-faille, Kérissi espère recueillir les données nécessaires pour établir la longueur exacte de la rupture. Mais à ce point critique de l'enquête, les chercheurs subissent un revers important. Kérissi apprend qu'il ne pourra pas aller plus au nord, en raison de troubles politiques dans ces îles. Or, si la longueur de la rupture reste inconnue, les scientifiques ne sauront jamais pourquoi ce séisme a défié toutes les prévisions, en créant le plus puissant tsunami de l'histoire. Rentrez! Rentrez! Les chercheurs sont sur le point de découvrir pourquoi le raz-de-marée a causé tant de ravages dans une zone extrêmement étendue. Kérissi a en effet localisé l'extrémité sud de la rupture, mais il lui faut absolument déterminer jusqu'où celle-ci s'étend vers le nord. On voulait en savoir plus. Est-ce que le fond de l'océan s'est soulevé sur 1000 ou sur 1600 km? Mais l'utilisation d'un hélicoptère étant désormais proscrite, comment faire? L'un des assistants de Kérissi a une inspiration subite. Si les mouvements spectaculaires que le chercheur a constatés sur l'île de Simelou sont visibles du ciel, alors pourquoi pas de l'espace? Les chercheurs se procurent donc des images satellites d'une île avant et après le séisme et les juxtaposent. La comparaison des deux clichés leur permet alors de faire une découverte capitale. Le contour de l'île a été transformé, car celle-ci s'est inclinée à la suite du séisme. Les chercheurs remarquent également que la couleur de l'océan a légèrement changé, la profondeur n'étant plus la même. Kérissi réalise qu'il est possible, à partir de ces observations, de déterminer le mouvement vertical du fond de l'océan. L'utilisation d'images satellites à de telles fins est une première mondiale. L'équipe analyse systématiquement les images d'autres îles le long de la méga-faille pour calculer le mouvement du fond marin. Cette méthode audacieuse permet aux scientifiques d'établir que la rupture est effectivement d'une longueur phénoménale, 1600 km, soit la plus importante jamais constatée. Un phénomène d'une telle ampleur peut aisément expliquer les ravages causés à une grande distance de l'épicentre, au Sri Lanka par exemple. Kostas Sinolakis introduit alors les précieuses nouvelles données dans le logiciel de modélisation des tsunamis. Cette fois, la simulation reflète presque parfaitement la réalité et la distribution des vagues tueuses. Lorsqu'une bande de terre de la taille de la Californie se soulève de 20 mètres par endroit, les vagues créées portent l'empreinte complexe du fond marin. Le fond de l'océan qui est soulevé a ses propres pics et dépressions, qui créent la surface initiale de la vague. Cette formation spécifique provoque l'apparition d'un ensemble d'ondulations que les scientifiques appellent un train de vagues. En haute mer, les crêtes des ondes ne dépassent pas 50 cm de haut. Mais le train de vagues se déplace à une vitesse phénoménale, jusqu'à 900 km/h, soit aussi vite qu'un avion de ligne. Entre la surface et le fond, une colonne d'eau meurtrière traverse l'océan. Puis, lorsque les vagues arrivent près des côtes, dans des eaux peu profondes, leur vitesse diminue jusqu'à quelques dizaines de km/h. L'arrière de l'onde rattrape l'avant et les vagues s'élèvent. Le tsunami prend forme. La modélisation du train de vagues prédit correctement où et quand le vrai tsunami a frappé toutes les côtes concernées. Ce qui prouve que les enquêteurs ont bien localisé l'origine du raz-de-marée. Cependant, les scientifiques doivent désormais relever une gageure plus difficile encore. Expliquer les étranges et terrifiants événements subis par les victimes lorsque le tsunami a touché terre.
En Thaïlande, la mer se retirait au loin, environ 10 minutes avant l'arrivée des premières vagues. Or, à 2000 km de là, une montagne liquide s'est abattue sur le Sri Lanka sans aucun signe annonciateur. Enfin, et c'est là le plus troublant, la ville de Banda Aceh a été réduite en ruine alors qu'elle se trouve à 4 km des côtes. Aucune donnée sismique ne peut expliquer cela. Or, comprendre ce phénomène est d'une importance vitale, non seulement pour cette région de l'Asie, mais aussi pour toutes les zones côtières basses dans le monde. Pourquoi la vague a-t-elle causé autant de ravages aussi loin des côtes? C'est incompréhensible. Dès leur arrivée à Banda Aceh, Kostas Sinolakis et son équipe se mettent au travail pour étudier les ravages causés par le raz-de-marée. Enquêter sur un tsunami, c'est comme une enquête médico-légale. On essaye de reconstituer ce qui s'est passé en cherchant des indices, comme des policiers sur une scène de crime. Les enquêteurs tentent de mesurer deux caractéristiques principales. D'abord, l'altitude d'inondation maximale, que les spécialistes appellent le run-up. Ensuite, la pénétration, c'est-à-dire jusqu'où les vagues ont déferlé dans les terres. La position des débris et les traces d'eau indiquent que l'altitude d'inondation varie de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, près de la plage, ce qui est énorme, à 3 mètres environ dans le centre-ville. Quant à la pénétration, elle est proprement effarante, ainsi que le craignaient les chercheurs. La mer est montée jusqu'à 4 km à l'intérieur des terres. C'est sans précédent, et d'énormes volumes d'eau ont traversé la ville. Mais Kostas Sinolakis sait que les dégâts dépendent surtout de la vitesse des flots. 1 mètre cube d'eau pèse une tonne. Donc, quand des centaines de milliers de mètres cubes d'eau déferlent ainsi, c'est comme si on était percuté par une voiture arrivant à grande vitesse. Pour résoudre l'énigme, il faut d'abord déterminer à quelle vitesse l'eau a frappé la ville. Si Kostas Sinolakis peut établir combien de temps il a fallu aux vagues pour aller d'un endroit précis à un autre, un simple calcul lui fournira la réponse. Or, il n'est pas facile d'obtenir ces données. Normalement, les témoignages directs devraient constituer la première source d'information. Mais malheureusement, la plupart des témoins ont trouvé la mort. Et les survivants sont bien trop traumatisés pour pouvoir aider les chercheurs. C'est très difficile d'obtenir des informations précises. La plupart des gens sont en état de choc. Certains ont perdu toute leur famille, alors leur demander de décrire le tsunami, c'est très difficile. Forcé d'improviser, Sinolakis trouve une solution possible, les horloges. Le chercheur se souvient en effet avoir vu des dizaines d'horloges brisées lorsqu'il a fouillé les décombres avec son équipe. Celles-ci se sont arrêtées au moment du passage du tsunami. Sinolakis espère donc que ces témoins inanimés pourront lui fournir les informations dont il a besoin. En marquant la position des horloges, il devrait être possible d'établir la vitesse de déferlement de l'eau. Les enquêteurs en ramassent le plus possible pour tenter de constituer une chronologie. Mais cette séduisante idée va finalement se révéler très décevante. Les résultats manquent en effet beaucoup de cohérence. Le temps que l'eau a mis pour atteindre l'horloge dans une maison donnée peut en effet varier. De plus, elle n'était pas forcément à l'heure. Trop de variables entrent en jeu. Déçu, Sinolakis décide d'abandonner l'idée des horloges et de chercher d'autres indices. En parcourant les rues ravagées, il remarque que du sable et de la boue s'est déposé dans toute la ville, en recouvrant les moindres recoins. Il s'agit de sédiments marins, du sable et de la boue soulevés au large et transportés par les flots. Kostas Sinolakis a alors une nouvelle idée. Il sait que l'épaisseur de la couche de sédiments dépend directement de la vitesse de l'eau. Si le tsunami arrive très lentement, on a beaucoup de sédiments près de la côte. À l'inverse, s'il arrive très vite, on a beaucoup de sédiments plus loin dans les terres. La boue va donc servir aux chercheurs d'indicateur de vitesse. Les enquêteurs mesurent soigneusement l'épaisseur de la couche déposée à certains endroits clés. Un travail méticuleux
qui aboutit à des résultats à peine croyables. L'eau a déferlé à plus de 32 km/h dans la plus grande partie de la ville. Je m'attendais à ce que les vagues pénètrent à l'intérieur des terres, mais absolument pas à cette vitesse. 32 km/h et des vagues de 3 mètres de haut, à 4 km des côtes. C'est insensé. Le chercheur est incapable d'expliquer comment de tels volumes d'eau ont pu se déplacer si vite et si loin des côtes. C'est alors que Sinolakis obtient un nouvel élément, d'une importance cruciale pour l'enquête. Une vidéo montrant l'arrivée du tsunami dans le centre-ville. La vidéo a été un tournant pour nous. Ce film amateur montre des vagues qui semblent défier les lois de la physique. Lorsque l'eau monte dans la rue à 4 km des côtes, au lieu de ralentir comme on pourrait s'y attendre, les flots accélèrent. S'il ne voyait les images de ses propres yeux, le chercheur aurait considéré cela impossible. Sinolakis scrute la vidéo à la recherche d'indices. Et son attention se porte sur la petite inondation précédant la vague principale. La première vague était très lente. On pouvait y échapper en marchant. Le chercheur fait alors une observation qui va radicalement transformer notre compréhension des tsunamis. Cette fine couche d'eau ouvre la voie à la vague tueuse. L'inondation initiale forme en effet une sorte de tapis à basse friction sur lequel déferle la lame suivante. La deuxième glisse sur cette couche d'eau très fine et peut donc aller beaucoup plus vite. Le sol mouillé agit ainsi comme un lubrifiant et la deuxième vague peut déferler sur la ville sans ralentir. Tout à coup, la deuxième vague accélère jusqu'à atteindre 30 ou 40 km/h. Des images chocs qui frappent l'imagination. Mais un autre facteur entre aussi en jeu. L'œil expert du chercheur l'amène en effet à se demander si la disposition des rues a pu faire empirer les choses. Bienvenue dans la zone. Ce n'est pas un lieu, c'est un état d'esprit, une façon d'être. Vous voyez, ressentez et percevez tout, absolument tout. Il sait quelles sont vos cartes, comme s'il les voyait en vrai. Vous voulez trouver la zone? Consacrez-y des heures. Jouez des mains, avec un tournoi qui débute chaque minute. Vous la trouverez sur pokerstars.fr. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend un couple heureux? L'expérience montre qu'il est essentiel de partager des affinités et des valeurs communes pour construire une relation sereine et épanouie. C'est pourquoi eDarling attache autant d'importance à l'analyse de vos attentes et de votre vision du couple. Notre test de personnalité approfondi nous permet de vous présenter uniquement les personnes qui vous correspondent vraiment. Laissez-vous convaincre et rencontrez vous aussi la personne de vos rêves. Inscrivez-vous gratuitement sur le site eDarling.fr et découvrez dès maintenant les célibataires qui vous ressemblent. Chaque dimanche à 20h, retrouvez le plus grand tournoi de poker en ligne, le Sunday Special. 200 000 € à gagner. Qualifiez-vous dès maintenant sur pokerstars.fr. Jusqu'au 31 décembre, Citroën multiplie le super bonus par 10 et l'étend pour la première fois à la reprise d'un véhicule de plus de 6 ans. Dépêchez-vous, Citroën C3 est à partir de 7 990 €. En examinant soigneusement un plan de la ville, Kostas Sinolakis voit son intuition confirmée. Il est clair que c'était plus violent dans le centre-ville, là où les rues sont étroites. D'énormes volumes d'eau étant forcés de passer dans des rues toujours plus étroites, les bâtiments ont fait office d'entonnoir. Les flots ont donc accéléré jusqu'à atteindre une vitesse suffisante pour balayer les constructions les moins solides. Et les débris emportés ne font plus qu'un avec la vague.
C'est comme si on était jeté dans un mixeur avec des clous et des marteaux. Malheureusement, c'est comme cela que les gens meurent. Ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. La leçon est terrible, mais aussi utile. Pour survivre à un tsunami en ville, rien ne sert de courir ou de chercher refuge dans une ruelle. Le seul salut est de trouver une structure solide et de monter le plus haut possible. La différence entre la vie et la mort, c'est parfois joué à quelques centimètres. Mais juste au moment où le chercheur pense avoir résolu l'énigme, des témoignages lui sont rapportés au sujet de vagues incroyablement hautes, à 13 km plus au sud, à Loch Ness. J'ai commencé à entendre des choses très troublantes. Un run-up énorme, plus de 30 mètres. 30 mètres, c'est 3 fois plus que l'altitude d'inondation maximale à Banda Aceh. Cela paraît inexplicable. Sinolakis demande alors à George Plafker, vétéran de la recherche sur les tsunamis, d'aller enquêter sur place. Selon mon expérience, après un séisme de cette magnitude, la vague aurait dû faire environ 12 mètres de haut. Certainement pas 30 mètres. Plafker rencontre Samsul Kamal, le vendeur des rues qui a escaladé une colline pour échapper à l'eau. Celui-ci décrit 3 vagues déferlantes successives, chacune plus énorme que la précédente. La troisième m'est passée au-dessus de la tête. En mesurant la hauteur du refuge de Samsul Kamal, l'équipe de Plafker constate que l'eau est montée à 35 mètres au-dessus du niveau de la mer, soit plus haut qu'un immeuble de 8 étages. C'est phénoménal. C'est de loin le plus gros tsunami de l'histoire. Mais le témoignage de Samsul Kamal réserve une autre surprise. Le vendeur des rues est certain que les vagues ont frappé la côte 20 minutes après le début du séisme. Plafker est stupéfait, car il sait qu'il faudra au moins une demi-heure pour que les vagues de la méga-faille, située à 200 km environ, atteignent Loch Ness. Si un tsunami a frappé en 20 minutes, un autre phénomène a dû se produire. Or, seul un violent événement sismique a pu créer ces énormes vagues, arrivées bien plus tôt que ce que les scientifiques croyaient possible. C'est là un sérieux revers. On a dû tout simplement repartir de zéro. Cette anomalie au cœur de l'enquête soulève de nombreuses questions. Mais si les chercheurs parviennent à résoudre le mystère, les principes de la prévision de tsunami en seront transformés, révélant ainsi la vulnérabilité de centaines de millions de personnes vivant près d'une faille. Si d'énormes vagues ont frappé la côte ouest de Sumatra trop tôt pour avoir été causées par la source du tsunami principal, ça veut dire que l'enquête est dans l'impasse. C'est pour Plafker une énigme qu'il doit impérativement résoudre. Il décide alors d'en revenir à l'essentiel. Il sait que les vagues ont frappé la côte 20 minutes environ après le début du séisme. Leur vitesse en mer étant également connue, le scientifique peut raisonner à rebours. Il calcule à quelle distance de la côte ces vagues ont dû être créées. La vague a pu parcourir au maximum une distance de 100 km. En consultant une carte géologique détaillée des fonds marins, Plafker remarque des formations inhabituelles à 110 km de l'île de Sumatra. Ces plissements caractéristiques seraient-ils la solution? Le chercheur sait que les zones de forte activité sismique recèlent souvent ce qu'on appelle des failles subsidiaires. Là, lorsque les énormes forces trouvent une faiblesse dans la croûte terrestre, des fissures se propagent jusqu'à la surface, à plusieurs kilomètres de la faille principale. Les failles subsidiaires peuvent causer le soulèvement soudain d'une fine bande du fond marin en l'espace de quelques secondes. Or, ces phénomènes créent parfois de courtes séries de hautes vagues, semblables à celles qui ont frappé Loch Ness. La théorie paraît plausible, et lorsque la faille subsidiaire de Plafker est intégrée dans la simulation informatique, les résultats sont véritablement spectaculaires. La taille des vagues a été doublée et bien sûr, le temps nécessaire pour qu'elles arrivent a été raccourci.
Avec une faille subsidiaire située près des côtes, les vagues modélisées se rapprochent beaucoup des terrifiantes descriptions faites par les témoins. La crédibilité de la thèse est encore renforcée lorsqu'une équipe de sismologues japonais détecte des répliques à l'endroit précis désigné par Plafker. Cette théorie représente donc une avancée importante, bien qu'elle nécessite des travaux complémentaires pour être prouvée. Reste pour les enquêteurs une dernière question soulevée par la catastrophe, sans doute la plus importante de toutes. Qu'est-il possible de faire pour alerter la population de l'approche d'un tsunami ? Des systèmes de surveillance d'une sophistication croissante ont été mis en place à travers le monde. Des appareils capables de détecter le passage d'un tsunami en haute mer. Pourtant, même la plus haute technologie n'offre pas toujours de solution idéale. Pour 60% des victimes du tsunami en Asie, aucun système d'alerte n'aurait pu être efficace. La côte de Sumatra est en effet trop proche de la source des vagues pour qu'une alarme soit suivie d'effet. Le raz-de-marée n'a pas laissé le temps de réagir. Pourtant, les scientifiques n'ont de cesse de trouver un signal d'alerte naturel et infaillible. À beaucoup d'endroits, la mer s'est retirée avant que les vagues ne frappent. Or, selon la sagesse populaire, c'est là un signal d'alerte universel. Mais Sinolakis ne se satisfait pas de cette idée par trop simple. Il s'agirait en fait d'un mythe, potentiellement mortel. Le chercheur a depuis longtemps une théorie sur la cause de cet étrange phénomène. Lorsque la faille se rompt, le segment le plus à l'est s'effondre, causant ainsi une dépression d'eau, une vague négative. Et quand celle-ci approche de la côte, la mer se retire avant l'arrivée de la première crête. De ce côté, là où le fond s'effondre, ce qu'on voit en premier, c'est la mer qui se retire. Mais si toutes les vagues se déplaçant vers l'est sont précédées par cette dépression, à l'ouest, il en va tout autrement. De l'autre côté, où le fond marin est soulevé, ce qu'on voit avancer vers l'ouest est une élévation, c'est-à-dire que la crête arrive en premier. Jusqu'ici, ce n'était qu'une théorie, mais Kostas Sinolakis recueille des témoignages confirmant son intuition. À l'ouest, aucun reflux de la mer n'a été observé. Un mur d'eau est venu directement frapper la côte. C'est une découverte importante qui vient contredire une idée reçue. Ainsi, il n'existe malheureusement aucun signe infaillible de l'arrivée d'un tsunami. Nous pouvons maintenant reconstituer toute la catastrophe qui a plongé les populations de l'océan Indien dans une terrible lutte pour leur survie. Jusqu'en 2004, les scientifiques pensaient que seul le segment sud de la faille au large de Sumatra risquait de provoquer un séisme majeur. Mais le 26 décembre, 1 minute avant la catastrophe, un segment de faille plus au nord que prévu commence à se rompre. Et une zone de faiblesse dans la croûte terrestre crée un raccourci jusqu'à la surface. 8 heures du matin. Une fine bande du fond marin, longue de 100 km environ, se soulève brusquement de plus de 10 mètres. 3 vagues géantes déferlent vers le rivage. Pendant ce temps, les plaques tectoniques elles-mêmes entrent en mouvement, déplaçant des milliards de tonnes d'eau. L'énergie du tremblement de terre, équivalent à plus de 30 000 Hiroshima, est transférée aux colonnes d'eau en mouvement. Sur la côte, l'inondation initiale crée une surface à basse friction qui permet aux vagues suivantes de déferler. Les flots atteignent ainsi des vitesses très élevées et les débris se transforment en autant de projectiles mortels. Le bilan humain est terrible. Ibu Nourleli a perdu la presque totalité de ses biens. La seule photo qui lui reste est un portrait de sa fille disparue, Ishut. Le séisme du 26 décembre s'étant produit à un endroit inattendu,
Toutes les failles sous-marines doivent désormais être considérées comme des zones à risque de tsunami. Kostas Sinolakis ne sait que trop bien à quel point la région où il habite est vulnérable, car l'activité sismique est forte au large de la Californie. Mais l'expérience du tsunami en Asie n'a fait que renforcer sa détermination à prendre toutes les mesures nécessaires. Le jour où un tsunami frappera les États-Unis, nous serons prêts. Et j'espère qu'il n'y aura pas de victimes humaines. Quant à Ken Moore, ce qu'il a vécu en Thaïlande a transformé sa vision des choses. J'ai réalisé à quel point la vie est un don précieux. Tout peut s'arrêter brutalement. J'embrasse mes enfants tous les matins avant de partir. Mercredi dès 19h55, c'est la Minute de Vérité sur Direct 8. Retour sur la catastrophe maritime la plus célèbre de l'histoire, le naufrage du Titanic. Nous allons vous révéler le défaut caché du plus célèbre navire de l'histoire. 1 heure après les attentats du World Trade Center, un avion s'écrase près du Pentagone et déclenche une explosion. En emportant plus de 250 000 personnes sur son passage, le tsunami du 26 décembre 2004 détient le triste record de tsunami le plus meurtrier de l'histoire. On est passé d'une journée idéale au cauchemar en quelques secondes.